Alors, la Centrafrique est incapable de retrouver la stabilité après plus de 2 ans de tumultes politiques et de violence. Rappel des événements, tout a commencé avec le renversement du président François Bozizé en mars 2013 par les rebelles musulmans de la Séléka. Le chef de ces rebelles prend le pouvoir le mois suivant et c'est alors que d'autres rebelles, les anti-Balaka, se regroupent et attaquent les musulmans qu'ils associent au nouveau pouvoir. Le conflit prend un tournant confessionnel. L'Union africaine et la France envoient des militaires pour calmer le jeu en décembre, puis l'ONU fait de même en septembre 2014. Entre-temps, un nouveau gouvernement de transition est mis en place, mais ce pouvoir est fragile et les élections qu'il doit organiser ont été plusieurs fois reportées. Donc, une situation chaotique et complexe qu'on va tout de même tenter de démêler avec 2 spécialistes de la Centrafrique. Marie-Joëlle Zahar, une habituée de ce plateau qu'on est très heureux de retrouver, qui est professeure des sciences politiques et membre du Cérium. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour. Et Damien Laramendi, qui est directeur adjoint du réseau de recherche sur les opérations de paix. Bonjour Damien. Bonjour. Donc, à moins qu'elles ne soient reportées à nouveau, les élections présidentielles et législatives devraient avoir lieu le 13 décembre. Ça a été plusieurs fois reporté. Pourquoi autant de difficultés à tenir un scrutin malgré la présence de forces internationales et de médiation internationale, Marie-Joëlle? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que les forces internationales ne sont pas présentes sur tout le territoire. Elles sont déployées à Bangui, dans certains points névralgiques à l'extérieur, mais une grande partie du territoire continue à ne pas être couverte. Oui. Ce qui fait que les violences et l'insécurité perdurent dans une grande partie du pays. Deuxième raison, logistique celle-ci, la Centrafrique est un pays où il y a très peu de moyens de communication, pas de route à l'extérieur de Bangui, pas de diffusion radio au-delà de 50 km dans la périphérie de la capitale. Ah oui. En d'autres termes, il est très difficile d'organiser un scrutin qui permette à tout le monde de participer. Troisième raison, politique celle-ci, il y a parmi les groupes politiques et sociaux plusieurs qui ont intérêt pour l'instant à ce que ces élections-là n'aient pas lieu. Et puis finalement, une raison éthique et morale qui pourrait en fait, celle-ci, justifier un report, encore faudrait-il qu'on s'y attelle, c'est que pour l'instant, les musulmans qui ont été déplacés lors des violences de décembre 2013, début 2014, sont toujours, pour la majorité, à l'extérieur du pays et n'auront pas la possibilité de faire entendre leur voix de manière significative si les élections ont lieu en décembre tel que prévu. D'accord. Il y a plusieurs éléments que vous mentionnez sur lesquels on reviendra, et dont les violences que j'aimerais aborder avec vous, Damien. Justement, ces tensions-là, on les présente comme étant entre chrétiens, qui est la majorité du pays, je crois, et les musulmans. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est fondamentalement un conflit confessionnel? Alors, il faut savoir que durant des décennies, les Centrafricains ont cohabité de manière pacifique, musulmans et chrétiens. Et par contre, les voisins de la Centrafrique, notamment le Tchad et le Soudan, ont pendant longtemps été aux prises avec des mouvements rebelles qui ont pu trouver refuge en Centrafrique du fait de la porosité des frontières. Et lorsque la Séléka a commencé à marcher sur Bangui, certains de ces éléments des mouvements rebelles soudanais et tchadiens se sont joints à la Séléka et ont commis des exactions ignobles, notamment contre la majorité chrétienne, et s'en sont constituées des milices d'autodéfense anti-Balaka chrétiennes. Et c'est cela qui a fait en sorte que le conflit s'est cristallisé sur des lignes confessionnelles. Mais est-ce à dire, vous avez parlé des groupes au Soudan, au Tchad, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les gouvernements tchadiens ont joué les trublions en Centrafrique, ou c'est des groupes obscurs qui échappent eux-mêmes au contrôle de ces pays voisins-là, ou des gouvernements voisins? Alors, la Centrafrique a été longtemps un terrain de passage dans la guerre que se sont menées le Tchad et le Soudan. Par contre, il est vrai aussi que le Tchad a des intérêts très forts en Centrafrique, puisque notamment il y a une nappe phréatique, de pétrole dans le sous-sol du Tchad et de la Centrafrique. Il s'agit de la même nappe, et donc il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement tchadien d'avoir un gouvernement
centrafricain stable qui puisse exploiter cette même réserve de pétrole. La donne pétrolière, les fameuses ressources naturelles qui viennent enfin s'ajouter au jeu des violences présentes. Voilà, exactement. Oui, Marie-Joëlle, vous aviez parlé des groupes qui n'avaient, à moins que vous vouliez poursuivre sur ce que disait Damien, vous aviez parlé des groupes qui n'avaient pas intérêt à ce que se tienne ce scrutin. Quels sont-ils? Bon, alors, commençons d'ailleurs, et ça nous ramènera un peu à la question confessionnelle, entre guillemets, par les groupes armés. Les groupes armés, de part et d'autre, qu'ils soient anti-Balaka ou ex-Seleka, sont extrêmement inquiets des élections parce qu'ils ne sont pas prêts à traduire leur pouvoir militaire, quel qu'il soit, en victoire politique et en acquis politique. En d'autres termes, ils seraient les grands perdants. Deuxièmement, il y a aujourd'hui au pouvoir un gouvernement de transition dont certains membres ont déjà exprimer des réticences à l'idée de respecter leurs engagements, de ne pas se présenter lors des élections. Et donc, qui ont tout intérêt eux-mêmes aussi à essayer de faire perdurer leur présence plutôt au pouvoir en retardant ce scrutin-là, puisque la condition première du gouvernement de transition était que quiconque en faisait partie ne serait pas éligible à se porter candidat aux élections législatives, ni même à la présidence lors des élections de décembre. Donc il y a plusieurs groupes qui ne veulent pas de ces élections-là. Il faudrait peut-être aussi ajouter que il y a un désaccord dans la communauté internationale quant à l'utilité d'avoir des élections actuellement. Ah oui? Certains veulent le report de ces élections, souvent pour des raisons multiples, trop compliquées pour vraiment en parler tout de suite, mais qui ne sont pas très claires. D'autres veulent que les élections aient lieu le plus rapidement possible pour avoir un gouvernement qui peut vraiment passer de la période de transition à la mise en œuvre d'un accord de paix. Tout ceci pour dire qu'en fait, on n'est pas encore au point où les groupes centrafricains, qu'il s'agisse de forces politiques ou de forces sociales, sont vraiment engagés sérieusement dans un virage vers la paix. Donc, le scrutin annoncé à présent pour le 13 décembre, ça c'est dans un mois et quelques, enfin dans un mois, oui, ça se pourrait qu'elle soit encore reportée parce qu'on n'a pas de consensus, on n'a pas d'organisation claire. Pourquoi les forces internationales et françaises, qui sont encore présentes, sont incapables d'assurer la sécurité, d'apaiser les violences? Vous avez dit le terrain est grand, je pense que c'est grand comme la France à peu près, la Centrafrique. Pourquoi il n'y a pas plus de déploiement? Pourquoi? Qu'est-ce qui mine l'efficacité de ces forces-là, Damien? Bon, c'est sûr que c'est également une question d'effectifs, puisque ce Conseil de sécurité a plafonné le nombre de troupes policières et militaires à environ 12 000, ce qui peut sembler beaucoup pour un pays, mais ce qui reste peu, vu la superficie, comme l'a souligné Marie-Joëlle. Ouais. Mais il faut savoir aussi que ce plafond-là n'a pas été atteint. Il y a environ 80% des troupes qui ont été déployées et plusieurs pays sont réticents à déployer des troupes alors que la situation sur le terrain est très instable. Ah oui, donc c'est paradoxal. Plus c'est instable, moins on veut intervenir, ce qui n'aide pas à la situation, évidemment. Et il y a toute cette histoire-là, Marie-Joëlle, je terminerai là-dessus, cette question du scandale des agressions sexuelles qui pèsent sur l'armée française et les forces de la MINUSCA, les forces de l'ONU aussi. Est-ce que ça peut avoir une incidence aussi sur la légitimité, l'efficacité de cette présence internationale? C'est clair que ça peut avoir une influence, et une influence importante sur la légitimité des forces qui sont dans le pays. Mais en fait, je pense qu'il y a d'autres éléments qui nuisent à ces forces-là. Il y a déjà eu plusieurs incidents où les forces internationales ont eu la main un peu trop dure en essayant de mater des violences. Je pense que j'ajouterai quelque chose juste pour terminer là-dessus. Oui. C'est qu'en fait, un élément qui me semble personnellement très important pour comprendre la difficulté de gérer la situation, c'est la nature même des groupes armés. On n'a pas de groupe organisé, nous avons des groupes qui sont essentiellement des émanations communautaires, des personnes qui le matin sont dans la rue à vaquer à des occupations, le soir prennent des armes et tirent les unes contre les autres. Et donc, dans un pays très très grand, d'accès difficile, où les groupes armés sont en fait essentiellement complètement intégrés aux communautés, je vois mal, à moins de tourner ça en prison à ciel ouvert, comment faire pour identifier les personnes et pour vraiment les empêcher de nuire. Et donc, en fait, plutôt que de penser gestion sécuritaire, on devrait trouver, à mon sens,
un accord politique qui permettrait à tous les Centrafricains de voir dans la paix quelque chose qui pourrait éventuellement leur permettre de répondre à des revendications très importantes que toute la population a, qu'il s'agisse de chrétiens ou de musulmans. C'est un pays dans lequel les gens sont très pauvres, c'est un pays dans lequel les gens demandent l'existence d'un État, et pour l'instant, nous sommes loin de ça. Oui, mais on leur souhaite quand même une solution plus tôt que tard. Marie-Joëlle Zahar, Damien Laramendi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à toi.